chaud et ton caf? Il est où? Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour ce deuxième direct de la journée. Je suis très heureux de vous retrouver avec tous les étudiants, toutes les étudiantes de l'ESSEC ici en direct de Lyon, Villeurbanne. On va ensemble s'intéresser à un genre musical, l'hyperpop. Oui, c'est le sujet de cet après-midi. Alors n'hésitez pas, d'ores et déjà, vous pouvez partager, liker et surtout informer tous vos followers que nous sommes ensemble durant 30 minutes. Alors l'hyperpop, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est plus durable? Et d'abord, pour commencer, savez-vous ce qu'est l'hyperpop? Eh bien, voici tout de suite les réponses en images. On en parle juste après, regardez. Fusion des genres, son de ballon qui se frotte, ou bruit de casserole entêtant, esthétique kitsch et infantile, voix numérisée, autotunée, distordu, ultra saturé. Ce mélange, cacophonique sur le papier, est en réalité un chaos exaltant, qu'on nomme hyperpop. La pop telle qu'on la connaît, mais poussée à l'extrême. Le genre musical est né dans les années 2010, lorsque Sophie, DJ et productrice écossaise, s'allie avec Alexander Guy Cook, fondateur du collectif PC Music. Mais c'est Sophie, de par sa transidentité, qui a injecté cette notion de l'identité de genre et de libération sexuelle à tout jamais dans l'hyperpop. La musique devient un outil de revendication, d'émancipation, une façon de s'affranchir des injonctions et devient un milieu libre d'expression de soi, mais aussi de lutte, qui trouve un profond écho auprès de la nouvelle génération et la communauté LGBTQ+. En France, on assiste à une relecture du genre, où des artistes comme Shiza, Baby Solo 33 ou encore Snowrunt se réapproprient certains codes du genre en omettant les valeurs originelles de libération sexuelle et identitaire. Alors si vous êtes sur TikTok, vous avez forcément déjà entendu parler de Braz, l'album de Charli XCX, qui a été le plus acclamé de 2024 et a grandement influencé la fast fashion. Bon, alors hyperpop, effet de mode ou révolution durable? Alors, effet de mode ou révolution durable? Eh bien, voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec ma première invitée. Nous accueillons dans quelques secondes Sandra Gomez, qui est journaliste chef de la rubrique musique chez Combini. On l'accueille. Sandra Gomez, bienvenue. Ah, ben la voilà, Sandra. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous, Sandra. Tout va Merci bien, à vous. vous êtes bien installée? Je suis très bien installée, très bien reçue. Vous avez été bien reçu. Oui, très bien Ça, reçue. c'est important. Vous savez que ça fait partie de la préparation des émissions. Il faut d'abord bien recevoir les invités qui sont Important. fondamentaux pour réaliser un direct. C'est vrai. Sandra, à la question « Qu'est-ce que l'hyperpop ?» Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Comment on définit l'hyperpop? C'est compliqué à définir déjà. Ça, c'est une notion à intégrer, mais c'est une sorte de laboratoire sonore. On peut le penser comme ça, l'imager comme ça. Et il y a une idée de liberté extrême dans ce genre-là, qui va pousser toutes les limites déjà de la pop, mais de tous les genres musicaux en fait. Donc on va retrouver des voix qui vont être trafiquées, des sons qui vont être saturés, toutes les structures qui vont être déconstruites. Et il y a une revendication qui est très importante, et c'est pour ça qu'elle déconstruit autant les schémas, c'est qu'elle assume son artificialité pour faire passer une certaine forme de message en fait. Donc les émotions les plus extrêmes notamment. On reviendra bien sûr sur les messages, mais est-ce qu'on pourrait rapprocher l'hyperpop d'autres styles musicaux? Oui, bien évidemment. C'est même ce qui l'a défini selon moi, c'est que c'est un genre musical qui est hyper poreux et qui absorbe l'identité de plein d'autres genres musicaux. Ça emprunte évidemment à la musique électronique, à la pop, à la chanson, au rap également, au métal. Et en fait, l'idée, c'est plus de définir l'hyperpop autour d'une revendication plutôt qu'autour d'une forme musicale très précise, parce que ça ressemble vraiment, ça emprunte à plein de genres musicaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est la continuité de la pop? Oui, parce que c'est dans le message, il peut y avoir quelque chose de commun. C'est dans la forme que ça va changer, c'est dans la forme où il va y avoir une transformation assez nette par rapport à ce qui a été fait, mais il y a une base commune, il y a quelque chose qui vient de la pop et qui s'en défera jamais, je pense. Alors on parle de plus en plus de l'hyperpop, ça devient vraiment tendance, à la mode, mais est-ce que cette démocratisation ne va-t-elle pas engendrer finalement une perte d'identité? Est-ce que l'hyperpop ne va pas se dissoudre, se diluer? C'est un risque, et c'est le risque de tous les genres musicaux qui commencent par être underground et qui commencent à toucher un large public. Mais après,
le but même de la musique, c'est qu'elle se transmette. Donc on ne peut pas concevoir une musique en se disant qu'on ne veut pas qu'elle soit diffusée au plus grand nombre. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se rapproche d'une dilution qui peut être problématique. Je pense qu'il faut rester vif sur l'intention derrière l'hyperpop et pas juste commenter seulement l'esthétique, mais toujours se rappeler qui fait cette musique, par qui elle est portée, pourquoi c'est aussi extrême, qu'est-ce qu'on raconte. Et ça, c'est le travail de nous, journalistes, c'est le travail des auditeurs aussi, d'avoir un regard un peu plus précis sur pourquoi les choses sont faites, plus que juste de l'acceptation de cette musique dans le paysage public. Donc, trouver du sens, tout simplement. Trouver du sens, c'est très important, ouais. Alors, vous, à titre personnel, vous êtes une auditrice d'hyperpop, occasionnelle ou régulière? Moi, on va dire occasionnelle, je viens beaucoup du rap à la base, mais ce que je trouve hyper intéressant avec l'hyperpop, c'est que je trouve que c'est un des genres musicaux et surtout, c'est une scène où les artistes émergents sont beaucoup mis en valeur. Et c'est pour ça qu'en tant que journaliste, c'est hyper intéressant d'observer ce genre parce qu'on laisse vraiment la chance à la créativité, ce qui n'est pas le cas forcément dans beaucoup de genres où on va plutôt avoir tendance à vouloir reproduire des choses qui existent déjà, s'affilier à une esthétique un peu originelle. Dans l'hyperpop, il y a toujours une notion de créativité qui m'intéresse beaucoup et qui est en fait, qui est toujours en ébullition. Donc en tant que journaliste ou commentateur de la musique en France, c'est hyper intéressant à observer. Alors, vous parlez de créativité. Bien, ça tombe bien. Dans quelques instants, on va recevoir une autre invitée qui s'appelle Kirara. Kirara est DJ, drag queen lyonnaise bien connue. Et avec le reportage qui va suivre, elle va nous expliquer quel est son processus créatif. Regardez, on l'accueille juste après. Moi, c'est toujours très compliqué de définir ma musique parce que je vais chercher des inspirations vraiment partout. Je vais chercher des inspirations dans l'hyperpop, que ce soit Sophie, Charlie, Shy Girl, beaucoup Shy Girl, Caroline Polachek, très grand fan de Lady Gaga. Que ce soit un DJ set ou un album, j'essaye d'analyser un peu où j'en suis et où je vais aller. Je vais toujours analyser le public et le lieu et me dire, bon, ok, ce public-là, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, qu'est-ce qu'il aime ? Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, qu'est-ce que j'aime, où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente et un juste milieu pour que tout le monde passe une bonne soirée. Du coup, là, je suis en train de bosser sur une track qui s'appelle Hard What. Et c'est une track qui est un peu loud, très bruyante, très comme ça, et avec pas mal de sons un peu rock, pas mal de voix un peu bratty, un peu genre, je raconte un peu ce qui me fait chier, quoi. Quand je bosse sur un projet, un album, en général, j'essaie de m'écouter moi et de me dire, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de dire et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de produire. Et Fanzine, en fait, c'est devenu une sorte de... c'est plus une mixtape finalement qu'un album puisqu'il y a plein d'influences différentes, musicalement parlant. Et ouais, j'avais vraiment envie de témoigner de la culture underground à Lyon, comment moi je la ressens et comment j'ai envie de la transposer en musique et ça a donné Fanzine. Voilà donc pour Fanzine, un album qui est sorti l'année dernière, hein, c'était tout juste en 2024. Allez, sans attendre, je vous propose d'accueillir Kirara. Bienvenue. Bonjour Kirara, hello, ça va bien? Ça va. Bonjour, ça va bienvenue, très bien. Bon alors je me sens tout de suite plus petit hein, quand Kirara arrive sur scène. Vous avez raison, prenez place, bienvenue. Immense et gigantesque, j'allais dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Kirara, comment vous êtes arrivé dans ce milieu? Comment vous êtes lancé? Alors moi, je suis rentré dans ce milieu grâce au drag, ouais. Grâce au milieu underground lyonnais. J'ai commencé à faire du son, notamment à Baston, qui était un bar underground avec beaucoup de drag shows à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à toucher aux platines, à la production. C'est là que j'ai rencontré des artistes qui ont vraiment beaucoup influencé ma carrière. Et petit à petit, j'ai rencontré de nouveaux collectifs, de nouveaux artistes. J'ai mixé dans de nouvelles salles à Lyon. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Quel est votre hyperpop personnel? Est-ce qu'on peut la définir? Mon hyperpop?
Alors, mon hyperpop, elle prend plein de formes différentes. Mais pour moi, mon hyperpop, c'est à quel point je peux intégrer le concept de pop star, et tous ces éléments-là qui définissent la pop et l'hyperpop à un milieu qui me correspond, c'est-à-dire le milieu de la dance music et de l'électronique, et à quel point je peux, genre, intégrer voilà, ces éléments comme le concept d'era, qui est on est très familier de ce concept avec Madonna, Lady Gaga, où chaque album représente vraiment une sonorité, une esthétique, et vraiment intégrer ça à la musique électronique, à la dance music que je connais vraiment bien, et ben, c'est ça pour moi, mon hyperpop. Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre les instruments acoustiques et puis les instruments numériques? Difficile là, de jongler entre les deux? Mais je trouve que c'est vraiment le plus intéressant dans la partie production de mon travail, c'est que, alors, la plupart des instruments que j'utilise, c'est des instruments numériques, virtuels. Et je vais ensuite travailler, par exemple, j'ai une basse et une guitare, et je vais surtout les utiliser pour amener des sonorités un peu plus intéressantes à cette basse très électronique que j'ai déjà dans mon travail. Et c'est toujours dans une optique d'expérimentation et de chercher des nouveaux sons de plus en plus intéressants, et essayer d'aller en dehors du moule qu'on nous impose avec cette barrière du genre. Alors ici, votre album, on en a déjà parlé, hein, Fanzine. Comment vous pourriez le définir? Qu'est-ce qui le caractérise? Eh ben, Fanzine, c'est un album que j'ai mis au point principalement pour rassembler toutes les cultures underground qui m'accompagnent à Lyon. Et que ce soit le drag, que ce soit la musique électronique, le rap, le graphe, la photographie, le collage, l'édition. Et j'ai voulu rassembler tout ça dans un album qui me ressemble, qui me parle à moi, mais aussi à mes copines avec qui je fais tout ça, avec un album avec qui je peux partager avec mon public, avec mes amis. Et je pense que le pari a été réussi puisque ouais, il nous représente bien et je l'adore. Fanzine. Quelle est la place de l'hyperpop dans, j'allais dire, le milieu LGBT? Alors dans le milieu LGBT, pour moi, l'hyperpop, c'est vraiment l'essence, c'est l'âme de la culture LGBT de 2025. Pour moi, c'est vraiment un nouveau moyen pour notre communauté c'est un nouveau moyen qui fédère notre communauté à travers de nouvelles artistes, à travers de nouvelles sonorités, de nouvelles esthétiques. Et pour moi, je trouve que l'hyperpop, ça occupe vraiment une place centrale dans notre communauté, surtout sur Internet. Et c'est vraiment un point d'ancrage culturel en 2025 pour notre communauté. Oui. L'hyperpop est de plus en plus populaire, et donc elle est récupérée, on en parlait un petit peu au début de cette émission, à des fins commerciales. Après tout, ce n'est pas la première fois, mais est-ce qu'elle ne va pas perdre tout son sens? Et quel est votre regard sur cette récupération, entre guillemets? C'est assez intéressant de parler de ça, puisque j'ai l'impression que toute contre-culture qui gagne en popularité est vouée à être récupérée par un public plus mainstream, donc un public grand public. On a pu voir ce phénomène récemment avec le concept de Brad Summer, avec Charli XCX. Moi, je me rappelle à l'époque, quand Charli était en train de teaser cet album, de commencer à nous en parler. Nous, dans la communauté, on était super excités. On était en mode, oh mon Dieu, ça va être génial. Ce concept Brat nous parlait déjà, mais de manière assez niche. Et je pense qu'avant même que ce concept devienne un concept global, on savait que ça allait devenir quelque chose qui allait parler à plus de gens, et ça allait être un concept qui allait sortir des carcans de notre communauté. Ouais, carrément. Cette question, moi, qu'on a déjà un petit peu évoquée, mais l'aspect commercial. L'aspect commercial, il est quand même intéressant parce que les artistes et la culture doit vivre pour exister, en fait, pour perdurer dans le temps. Elle doit vivre, donc elle doit avoir des scènes d'expression, il doit y avoir des concerts, il doit y avoir une économie aussi autour de ces artistes-là, parce que le tout n'est pas juste d'exister pendant une période très marquée temporellement, il faut aussi marquer les esprits dans le temps. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de naturel à ce que la mode et les marques s'approprient cette tendance-là.
il y a en plus un lien fort dans l'hyperpop, c'est le côté visuel, esthétique, qui est hyper développé. Donc il y a quelque chose d'assez cohérent, qui a un dialogue entre l'hyperpop et la mode, par exemple. Par contre, encore une fois, il faut aller au bout de la démarche. Il faut vérifier, il faut être un peu plus exigeant, on va dire, dans ces collaborations pour qu'il y ait une cohérence entre les marques qui collaborent avec des artistes hyperpop. Par exemple, il faut que ce soit des marques qui ostensiblement soutiennent les communautés LGBT, ou en tout cas ne font pas des trucs contre, ça c'est évident. En fait, il y a tout un tas de valeurs à prendre en compte pour que ça ne soit pas juste un énième move capitaliste qui va faire rentrer des sous dans les caisses des entreprises. Kirara, on vous a déjà sollicité pour des opérations à caractère commercial? Oui. Oui, et vous avez répondu favorablement? On ne peut pas le dire. Question piège. Oui, question piège. Mais ça m'est déjà arrivé et je pense que c'est vraiment une question à prendre au cas par cas. Et comme disait Sandra, vraiment, les contre-cultures et l'aspect plus commercial, c'est quelque chose qui a toujours cohabité. Et c'est pas quelque chose qui est bien ou mal, mais ouais, c'est toujours quelque chose à analyser au cas par cas, je pense. Trouver un équilibre là Exactement. aussi. Alors, on va faire une petite pause, vous restez avec nous. On va maintenant donner la parole à un jeune artiste lyonnais, il s'appelle Meji, et c'est un artiste hyper-pop que vous connaissez sans doute, que vous avez sans doute rencontré. Il s'est lancé il y a quelques mois seulement, et il a une question à vous poser, Kira, regardez bien. Salut Kira, salut Sandra, moi c'est Meji, je suis un jeune artiste hyperpop de la scène lyonnaise. Au niveau des influences, j'ai pas mal écouté de l'hyperpop américaine, avec Glaive notamment, beaucoup au début, et puis Sangex et Lucifer. Mais c'est une scène qui m'a un peu moins intéressé parce que je trouve qu'elle reprenait trop les codes du rap et de la pop de l'époque. Du coup, je me suis plus intéressé à la scène française avec Les Grands Enfants et Tanas. Tanas qui est transgenre et lyonnaise et grenobloise. Ça m'a donné une petite fierté chauvine. La légitimité, de toute façon, dans la culture, ça a toujours existé. On en a entendu beaucoup plus parler au XXIe siècle avec l'appropriation culturelle de certaines cultures. Qu'importe la culture dans laquelle on rentre, il faut la respecter, en sachant pertinemment pourquoi certains acteurs avaient lutté pour des causes sociales. Et je trouve ça assez important de ne pas déformer le message qui était là à la base. À mon avis, l'hyperpop ne va pas s'essouffler si vite, puisqu'on a une création de sous-genre qui est assez rapide. On se renouvelle super vite dans ce genre. Moi-même, je viens d'un sous-genre qui commence à me lasser déjà. Et je compte faire un virage pour aller vers un autre sous-genre d'hyperpop. Et c'est ce renouvellement super rapide qui fait que je pense va faire vivre l'hyperpop pendant au moins les 20 prochaines années. Est-ce que moi, en tant qu'homme cisgenre, je suis légitime à faire de l'hyperpop ou pas ? Voilà donc pour cette question qui vous est destinée. Est-ce qu'en tant qu'homme cisgenre, je suis légitime à faire de l'hyperpop ou pas? Alors bien sûr, définition de cisgenre qui va s'afficher, parce que tout le monde n'a pas cette culture-là, mais vous allez pouvoir peut-être nous répondre, Kirara, et répondre surtout à Meji. Ok. Et premièrement, merci Meji pour ta question. Alors, Sandra en parlait un petit peu avant. Je pense que la musique, c'est fait pour être diffusée et partagée. Et en toute honnêteté, si on prend mon exemple, moi j'ai l'habitude de jouer des musiques qui ont émergé dans des communautés afro-américaines. Si j'étais pas légitime à jouer des musiques qui ne me ressemblent pas, je ne jouerais rien. Il y a énormément de musiques qui ont émergé dans des communautés minorisées. Et pour moi, c'est pas une raison pour gatekeep, c'est-à-dire garder la musique dans le carcan de sa propre communauté. Pas de ghetto. Non. Et pour moi, Meji, il est totalement légitime de se réapproprier les codes de l'hyperpop et de s'amuser avec. Là où je pense que c'est important de se rappeler, c'est d'où vient cette musique à la base, qui ont été les pionniers du genre, pourquoi cette musique a émergé et qu'est-ce qu'elle raconte, et de ne pas mettre de côté les communautés qui en sont à l'origine. Sandra, votre regard et surtout votre réponse à Meji. Je pense que déjà le fait de se poser la question, il est en bonne voie pour la trouver elle-même, la réponse, parce que tout est une question de positionnement. Si on se sent tout de suite légitime à tout faire,
Ça, c'est problématique. À partir du moment où on se questionne, c'est que déjà, on est dans le bon cheminement. Maintenant, je ne pense pas que... Je suis d'accord, je rejoins Kirara sur le propos du fait d'ouvrir, en fait. L'idée n'est pas de réserver un certain type de musique à certaines personnes, parce qu'au contraire, la musique, c'est fait pour rassembler aussi, et c'est un peu un langage universel. Donc, c'est hyper important de garder ça en tête, mais effectivement, il faut toujours se demander si on rend suffisamment hommage aux personnes qui ont été là et qui ont essuyé les plâtres aussi quand c'était pas la mode, quand c'était pas facile de faire cette musique-là, et pas juste récupérer les bénéfices. Donc c'est juste un positionnement qu'il faut avoir en tant qu'artiste, un certain respect. Puis après, ça peut passer par des featuring ou des hommages à travers la musique, des références. Lady Gaga, elle en fait plein dans sa musique, elle fait plein de références à plein d'artistes. Ça peut être dans les clips, ça peut être dans les paroles. En tout cas, voilà, rendre des hommages et se poser la question de son positionnement, c'est important. Alors, on est loin de l'hommage, mais on va donner un petit coup de pouce à Meji, puisqu'on va écouter un extrait de sa musique. On écoute et après, commentaire de votre part. Écoutons. C'est parti. Je suis devant la porte de la banque, j'ai sorti mes silencieux. Je voudrais rendre fiers mes parents, profiter de la fond des yeux. Au début d'année, photo rejoint les cieux. J'ai pleuré toutes mes larmes et j'en avais mal aux yeux. Une bouteille de vodka et un petit fond d'oasis. Je suis bourré sur la map et je me prends sur Rainbow Six. Une bouteille de vodka et un petit fond d'oasis. Je suis bourré sur la map et je me prends sur Rainbow Six. C'est peut-être pas moi le plus méchant, je sais rien faire à part tes chants. J'ai peur que d'un seul moment et c'est devant le festival. Qu'en pensez-vous? Trop cool. Moi j'adore. Il y a un peu aussi ces influences transi, eurodance, typiques des années 2000 dans la production. Et bon, bravo. Bah, c'est très catchy, c'est très entraînant. Franchement, c'est efficace. Alors, est-ce que l'hyperpop pourrait exister sans les réseaux sociaux, sans Internet? Ah non, moi je pense pas. Je pense que c'est même à l'origine de tout ça. Je pense que la culture Internet, SoundCloud, la culture des forums, c'était aussi des lieux pour les communautés, pour se retrouver, et notamment pour les communautés LGBT, les communautés trans. Je pense que c'était un point de rencontre majeur. Il y a encore beaucoup d'artistes dans le milieu qui utilisent les réseaux comme vraiment élément central de leur musique. Je pense à par exemple Pink Pinterest qui interagit énormément avec sa communauté à travers Discord. Et pour moi, c'est vital, la culture Internet. Sandra? Complètement partie de son esthétique et de son fondement, en fait. C'est la culture Internet, la liberté qu'a pu être Internet à son arrivée. Parce qu'il y a ce côté aussi un petit peu rétro, on revient toujours sur la naissance d'Internet, donc c'est début des années 2000, il y a toujours ces petits échos-là dans l'hyperpop, et en même temps un regard sur le futur. Et tout ça, un peu parodié, mais c'est complètement la culture Internet. Si elle avait un son, ce serait l'hyperpop. On va maintenant parler des personnages qui pourraient porter haut et loin l'hyperpop. On évoque Sophie, Charlie, XCX, c'est bien ça, que vous connaissez, que vous avez cité tout à l'heure. Yes. Est-ce que ce sont des figures qui pourraient vous permettre de vous projeter à très long terme? Moi, je pense que oui, dans le cas de Charlie XCX, je pense que c'est typiquement une figure qui nous a prouvé qu'elle pouvait avoir un impact considérable sur la pop globale et qui nous a montré déjà que l'hyperpop était un phénomène fait pour durer. Après, je pense qu'il y a déjà énormément d'artistes sur la scène, notamment britannique, qui nous montrent que l'hyperpop prend de la place et que l'hyperpop s'ancre dans la culture globale. Je pense à Shy Girl, je pense à Caroline Polachek, et je pense aussi à des artistes qui sont là depuis déjà quelques années, qui expérimentent, par exemple Björk, qui pour moi a fondé pas mal d'éléments de l'hyperpop et qui continue à explorer et à façonner aussi le genre à sa manière. Donc ouais. Vous qui êtes des jeunes talents, vous qui observez cette niche, cette musique? Bah, effectivement, il y a déjà des têtes d'affiche qui font le taf, mais il y a vraiment ce truc-là essentiel des talents émergents. Et je pense notamment à deux artistes que j'aime beaucoup, Sentimental Rave et Eloi, qui sont aussi à la frontière de plein de genres et qui
incarne bien à la fois le genre musical, mais aussi l'idée qui va avec. Donc voilà, ces deux noms-là. Mais en vrai, il y a vraiment une scène qui existe et qui est à suivre et qui est hyper bouillonnante en ce moment. Je voudrais évoquer avec vous l'intelligence artificielle qui pourrait très bien vous remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, l'intelligence artificielle, je pense que c'est un sujet qui a pris une toute autre ampleur ces quelques dernières années, enfin surtout l'année dernière. Dans l'hyperpop, on avait déjà des notions, on avait déjà des artistes qui abordaient le thème de l'intelligence artificielle, mais d'une manière complètement différente. C'était surtout avant cette espèce de boom de l'IA qu'on a pu voir émerger cette année et l'année dernière. Disons par exemple des artistes comme Sophie abordaient l'intelligence artificielle, mais plus d'un œil de programmateur et de codage. Et là, en fait, l'intelligence artificielle qu'on connaît maintenant en 2025, elle aborde des sujets qui sont beaucoup plus touchy et beaucoup plus actuels. Et je pense que ça va évidemment influencer la musique et l'hyperpop dans les prochaines années, oui. Et vous-même, vous faites appel à l'intelligence artificielle pour vos compositions? C'est une source d'inspiration? Non, moi je suis un peu de l'équipe non à l'ancienne, old school. Okay. mais peut-être que dans le futur ça viendra, on ne sait pas. Sandra, l'intelligence artificielle? Je trouve que c'est intéressant quand on la pense comme un outil. Mais dans la création, c'est quand même très étrange de concevoir une création artistique via l'intelligence artificielle, en tout cas à 100%. Ça peut être inclus dans le processus créatif, mais c'est quand même des grandes discussions qu'il va falloir avoir dans les prochaines années sur la création, parce qu'il faut se rappeler aussi que tout ce qu'on peut faire par intelligence artificielle, ça vient à la base d'une œuvre qui a été faite par un humain. En fait, ça ne sort pas que de l'ordinateur. C'est un ordinateur qui est entraîné via des choses que des humains ont créées. Donc, il y a une question autour de la propriété intellectuelle, autour de plein d'œuvres qu'on pille, etc. Et qu'on aussi dénature de leur sens, puisqu'on ne sait plus qui les a fait. Donc, c'est des grandes questions. Il va falloir que le monde artistique s'en empare, mais aussi il faudra une vulgarisation du public, je pense. On va aborder maintenant la phase de conclusion de cette émission. Donc je vous rappelle la problématique. Est-ce que l'hyperpop est une mode ou un phénomène plus durable? Alors qu'est-ce qu'on pourrait répondre en synthèse, Kirara? Moi je pense que l'hyperpop c'est à la fois un effet de mode et à la fois un phénomène durable. Je pense que c'est un mouvement qui a déjà commencé à façonner la musique pop et la pop culture d'aujourd'hui et qui est déjà en train de s'ancrer pour les prochaines années à venir. Après, est-ce que c'est un mouvement qui est voué à garder la même forme et la même structure pendant 10, 15, 20 ans? Je ne pense pas. Surtout dans la culture d'Internet d'aujourd'hui qui va extrêmement vite et qui est tout le temps changeante. Les modes sont changeantes, on consomme de manière beaucoup plus rapide. Donc moi, je pense que l'hyperpop, elle est vouée à muter, à se transformer et à refléter une société qui change extrêmement vite dans les prochaines années. Et personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sandra, de votre côté, conclusion. Je suis assez d'accord, je pense que c'est un peu des deux. Évidemment, la culture mainstream saute sur l'occasion pour s'approprier des choses qui viennent de l'hyperpop, et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Maintenant, je pense que l'hyperpop, il faut le voir aussi comme un état d'esprit, comme une mentalité de vouloir aller au plus loin, de pousser les curseurs de tous les genres musicaux, de toute notre culture actuelle, en fait. Au-delà même de la musique, il y a vraiment une mentalité de parodier un peu l'époque actuelle en allant plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en ce sens, je pense que ça existera, ça marquera son empreinte dans tous les genres musicaux à l'avenir, je pense. Eh bien, réponse dans quelques années. On fera un débrief pour voir si vous aviez raison. En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi de vous accueillir. Quelques mots sur votre actualité. Sandra, on vous retrouve dans votre émission Le Processus, sur YouTube notamment. Vous pourrez applaudir Kirara en concert le 26 avril prochain au Transborder. On tient à remercier également les éditions Façonnage pour l'ouvrage de Julie Ackerman, qui a largement inspiré les producteurs de cette émission, la pop au temps du capitalisme numérique. Voilà, il me reste de mon côté à remercier tous les élèves de l'ESSEC pour ces premiers directs d'aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 11h. On va évoquer l'e-sport, une nouvelle discipline sportive, point d'interrogation. Voilà la problématique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager, de liker quand vous voulez partout dans le monde. C'était l'émission en direct avec les élèves de l'ESSEC. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Merci.